du 20 au 26 décembre. La semaine ORL. Opération Radio Libre. En 2008, j'ai réalisé avec Franck Mélier une série d'interviews sur les acteurs et témoins de l'arrivée de la radio libre à Toulouse au début des années 80. Qu'on puisse entendre le peuple. Sur la Toulouse et l'agglomération toulousaine, il devait y avoir une quinzaine de radios. Ça devait être en 82. Attention quoi, hein. J'ai des cassettes. Quand on fait le son radio libre, Paris, Bordeaux, Le Mans. Pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Paris, Bordeaux, Le Mans. Et après, j'ai su qu'effectivement, l'émetteur était à Paul Sabatier. Ouais. Toulouse Sud Fréquence, à l'époque. Retour sur la libération des ondes à Toulouse et au-delà entre 1977 et 1985. Opération Radio Libre. Les 40 ans. Le programme associé, archives et inédit. À ne pas rater, du 17 au 20 mai 2018, le vent se lève à Job, 105 route de Blagnac à Toulouse. La thématique centrale, les médias et l'économie. Des conférences, des concerts, du théâtre, des ateliers. Un plateau radio avec Campus FM, Canal Sud. Le vent se lève à Job. Aujourd'hui, partie 1 sur 3. Bienvenue sur le plateau radio qu'on organise durant le festival Le Vent se lève à Job. C'est sa 7e édition. Nous allons vous parler du paysage radiophonique français. Je vous présenterai par la suite les personnes qui m'entourent sur ce plateau. On fera un petit point sur l'historique des radios libres et on parlera un petit peu plus sur tout ce qui est autour des financements de ces radios associatives. Donc on va commencer par faire une petite présentation du festival Le Vent se lève à Job. Donc je vais donner la parole à Jean-Paul, mon collègue. Bonjour à tous. Donc nous sommes à la 7e édition du festival d'éducation populaire Le Vent se lève à Job, qui est donc réalisé en tant qu'une des activités du collectif Job. C'est quoi ce collectif Job? Alors ça n'a rien à voir avec Job, qu'on se mette bien d'accord. Il s'agit de Job, la fabrique de papier d'excellente qualité, puisque c'est l'usine de Toulouse fabriquait un papier d'excellente qualité. Elle a été fermée et surtout revendue à quelqu'un qui a beaucoup fait dans le papier, fait quelques profits surtout dans le papier. Il s'agit de monsieur Bolloré, qui voulait liquider cette affaire. Et les habitants du quartier, mais en premier lieu évidemment les ouvriers de l'usine, se sont mobilisés pour que ces bâtiments vendus ne fassent pas le seul objet d'une spéculation immobilière. Donc il y a eu une mobilisation des habitants du quartier qui ont voulu conserver le bâtiment principal, caractéristique de l'architecture d'ailleurs industrielle des années 30. Et ils ont obtenu que la mairie rachète ce bâtiment pour qu'il continue à vivre dans le quartier et dans la mémoire ouvrière toulousaine. Depuis, les associations membres du collectif Job co-gèrent avec la mairie les activités du collectif, mais il y a aussi une piscine et une école de musique assez importante qui s'appelle Musical et qui est d'ailleurs partenaire du collectif et même partenaire de ce festival. Il y a souvent des morceaux de musique, des groupes qui jouent et qui viennent de cette école de musique musicale. Merci Jean-Paul pour cette introduction. Le festival a comme thématique cette année les médias et l'économie, d'où le fait de cette rencontre avec nos 3 invités pour débattre donc des radios associatives, de leur évolution et de leur forme économique. Donc avant de vous présenter les invités, je vais vous faire une petite introduction sur les paysages radiophoniques en France. Donc, je vais me baser sur un rapport de branche qui a été réalisé en 2013 du Syndicat national des radios libres. Donc, ce document, c'est une photographie du paysage de la radiodiffusion privée en France métropolitaine, donc, qui montre la prépondérance et la vitalité des radios associatives, qui, en dépit des moyens limités, restent les plus nombreuses et cumulent le plus grand nombre de salariés. C'est un des plus importants employeurs privés dans ce secteur d'activité
juste après le groupe Radio France. Donc, donc le groupe, c'est plutôt une des radios publiques. Donc, elles sont qualifiées aussi de vertueuses, en particulier dans ce qui concerne la formation professionnelle, l'égalité de genre et l'emploi des personnes handicapées. Donc, en France, le dynamisme radiophonique se situe au niveau des plus petites structures indépendantes. On compte 775 radios qui emploient au moins un salarié en France, dont 550 à peu près font partie de la catégorie A. Donc, des précisions sur cette catégorie A, ce sont des radios donc associatives qui ont un service de proximité. Leurs ressources commerciales sont en provenance de la publicité, qui doit être inférieure à 20% de leur chiffre d'affaires. Donc, on va contribuer à l'expression locale des différents courants socioculturels et soutiennent le développement local, la protection de l'environnement, les luttes contre l'expulsion. On retrouve dans le paysage français aussi les catégories B, qui comptent à peu près 175 stations. Donc, c'est des radios commerciales locales qui ont une diffusion régionale indépendante. Et leur programmation est plutôt à vocation locale ou régionale affirmée. Ensuite, nous avons la catégorie C, qui va être les radios nationales commerciales. D, qui sont plutôt des radios thématiques, à vocation toujours nationale. À partir de la catégorie D, il y a un décrochage au niveau régional ou local. Donc la radio publique, qui est plutôt Radio France. Et ensuite, on retrouve également, à l'heure actuelle, toutes les web radios. Comme on va essentiellement parler des radios de la catégorie A, je vais commencer par vous présenter nos invités. Alexandra Josse, qui travaille sur la web radio Onde Courte, donc ondecourte.fr pour pouvoir la retrouver. Elle est réalisatrice, entre autres, pour les radios associatives depuis près de 20 ans et animatrice des ateliers d'éducation aux médias avec mediacommun.fr, anciennement Gudule et Galipette. Voilà, c'est ça. Donc, pas catégorie A pour le coup. J'ai beaucoup travaillé avec les radios associatives et je travaille encore beaucoup avec les radios associatives en partenariat. Mais du coup, oui, voilà, nous on a monté une web radio. Et voilà, et donc on fait partie du paysage radiophonique puisqu'on est une radio généraliste, mais une web radio généraliste. Et c'est pas exactement ce que font mes camarades autour du plateau. Et pour l'éducation aux médias, j'imagine on y reviendra. À ses côtés, Marco. Ah, bonjour. Donc Marco fait partie de la radio Campus FM, Toulouse. Je vais te laisser nous préciser un petit peu plus ce que tu y fais. Ouais, je vois que je t'ai rien envoyé en fait, c'est ça. J'ai pas refait mon CV depuis longtemps. Non, j'ai démarré comme animateur à Radio Éphémère dans les années 80, et puis j'ai enchaîné avec Radio Campus, dont j'ai eu la chance de l'avoir relancée avec une génération à l'époque, puisqu'elle était fermée. Et elle était à l'époque d'ailleurs jumelée par Radio Montpaïs et créée par le syndicat étudiant AG-UNEF. Et quand je suis arrivé à notre génération, on l'a rendue un petit peu moins dépendante politiquement, mais tout aussi engagée, je crois. Depuis, voilà, donc j'ai été membre actif de l'ASSO, puis je suis passé du côté du salariat depuis le milieu des années 90, après 7 années de bons et loyaux services pour l'associatif bénévole. Et on reparlera de tout le reste. Je fais de la radio, etc., de l'action éducative, du lobbying aussi. Moi aussi. Ah merde. Et notre troisième invité, Jeff, qui qui est bénévole plutôt à la radio Canal Sud. C'est ça. Bonsoir et bonjour. Et bon après-midi. Au son, c'est Louis de Canal Sud qui nous enregistre le son, qu'on podcastera par la suite directement sur les différentes radios, je pense. Avant de continuer, on va faire pour ouvrir le débat. On va écouter plutôt le discours d'ouverture du congrès du CNRA qui a eu lieu en 2017. Ce congrès 2017 porte l'ambition de préparer l'avenir des radios associatives. Mieux, de construire leur avenir autour de 2 questions déterminantes. Vers quel financement durable, pour quelle place dans le paysage radiophonique français? Le pluralisme radiophonique est une question d'équilibre et d'harmonie. Proposer aux auditeurs une offre satisfaisante de programmes radio tout en assurant aux opérateurs un nombre potentiel d'auditeurs suffisant à l'économie de leur projet sont
les deux règles qui semblent régir les choix du CSA. Pour survivre, nos radios doivent-elles s'inscrire dans une démarche compétitive au risque de menacer leur objectif premier? Équilibre toujours. Lorsqu'on évoque l'économie de nos radios, le budget du FSER, bien qu'en augmentation pour 2017, reste insuffisant pour construire un avenir serein. Combien de temps nos radios associatives devront-elles jouer au funambule pour optimiser l'usage de ces crédits publics? J'en profite pour dire que ce congrès a non seulement été difficile de par la période électorale à organiser, mais nous sommes, je pense, moins nombreux que les années antérieures. Je vais vous dire pourquoi, puisque le coordinateur confédéral, que je remercie d'avoir participé à l'organisation de ce congrès, a appelé les radios une par une, et la réponse qui nous a pratiquement systématiquement été faite, c'est « pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent ». Alors, quand je pose cette question, combien de temps nos radios associatives devront-elles jouer au funambule pour optimiser l'usage de ces crédits publics? Le terme, bien sûr, est fort. Mais il est l'expression des dirigeants bénévoles associatifs qui ont vu en 2015, puis en 2016, leur financement public se réduire au risque de mettre en danger leurs radios et leurs emplois. Et 2017 n'est en rien rassurant. Il y a 36 ans, nous parlions de radio libre, avec la création de l'AFM. Nos radios associatives proposent depuis des programmes radiophoniques originaux et souvent innovants dans le paysage audiovisuel français. Lors du congrès 2016 à Strasbourg, un journaliste de la lettre pro de la radio, toujours partenaire d'ailleurs cette année du congrès de la CNRA, et je les en remercie, me posait cette question à l'occasion du 35e anniversaire de la libération des ondes. Est-ce que la radio libre est toujours libre? Ce congrès se penchera justement sur la liberté des radios associatives. Où en sommes-nous aujourd'hui de leur ligne éditoriale? Comment garantir leur indépendance avec les financements publics? Quelles sont les limites de cette indépendance? Puisque ce congrès se veut humblement de préparer l'avenir, il s'attachera aussi aux nouveaux modes d'écoute de la radio, ceux d'une nouvelle génération d'auditeurs qui méconnaissent nos programmes. Des étudiants de l'école eHeartsUp qui nous accueillent demain, samedi, présenteront le projet d'une application smartphone pour une plateforme de diffusion qu'ils ont spécialement conçue pour valoriser la diversité des radios adhérentes à la CNRA. Les congressistes voteront pour le choix d'une application qui doit mieux faire connaître la richesse de nos programmes, développer le rayonnement et l'attractivité des radios associatives sur leur territoire. Car nos radios doivent innover avec les nouveaux moyens de diffusion. Elles doivent s'adapter pour renforcer la communication de proximité avec les territoires et encourager le lien social, l'interactivité avec les habitants. L'avenir se prépare aussi pour renforcer et dynamiser l'engagement bénévole pour faire vivre la vie associative de nos radios dans ces instances comme sur les ondes. Même si préparer l'avenir des radios associatives ne dépend pas de la seule volonté de l'engagement de nos bénévoles et de nos salariés, mais aussi des moyens qui puissent leur permettre d'engager une structuration durable, construisons-le ensemble pour rester uniques, pour continuer à donner la parole, pour soutenir l'enthousiasme dans une société qui en a tant besoin, pour encourager un progrès social, pour rassembler dans la fraternité et dans le respect mutuel. Soyons entreprenants pour rester des radios innovantes à l'antenne et dynamiques avec les nouveaux moyens de diffusion. 23e congrès annuel de la CNRA, bienvenue. Merci. Alors, bienvenue aux radios associatives. Donc, on fait un petit rappel de leur création. Donc, les radios associatives s'inscrivent dans l'histoire des radios libres. Ces radios pirates à l'époque, face au monopole de l'État de la diffusion radiophonique dans les années 70, elles profitent de la libération des ondes après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 81. En 82, plus de 2000 radios sont recensées. Ces radios associatives sur l'évolution, c'est plutôt la législation qui a mis en place pour canaliser la liberté d'émettre. En 82, une taxe qui est prélevée sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter un fonds
à répartir entre les radios locales privées qui ont renoncé à bénéficier des ressources publicitaires. Ce fonds, c'est le fonds de soutien de l'expression radiophonique dont on développera un petit peu plus ce point-là un petit peu plus tard dans le débat. Donc ce FSER reste un partenaire incontournable pour les radios associatives qui représentent en moyenne 30% de leurs ressources. Les subventions sont attribuées par le ministère de la Culture et de la Communication. Et c'est pour la subvention sélective à l'action radiophonique qui ne revêt pas un caractère automatique. Donc c'est quelque chose qu'on développera, mais là on va directement rentrer dans le sujet avec une présentation plus poussée des radios qui sont partenaires aujourd'hui sur l'émission. Donc j'ai donné la parole à qui a envie de commencer à présenter sa radio. Non, je voudrais peut-être rajouter 2-3 petits éléments. Alors, monopole d'État, on est vite d'accord, c'est 1945, on sort de tout ça. On arrive à la légalisation, je me souvenais plus pour le fonds de soutien, c'était bien 82. Ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est de bien retenir que c'est une taxe parafiscale, c'est-à-dire c'est piqué, c'est du Robin des Bois, c'est piqué sur les régies publicitaires privées à l'époque, pour être redistribué aux radios associatives, ce qui a été une modélisation économique tout à fait originale et toujours tout à fait originale aujourd'hui. Voilà. Et ce fonds de soutien à l'expression radiophonique est vraiment la pierre angulaire en ce qui me concerne de notre existence, d'autant plus aujourd'hui, d'autant que maintenant la publicité qui rentre dans le cadre de la télévision publique ou la radio rentre aussi dans l'assiette. Mais je trouve que en général, on entend toujours, on fait croire que le FSER c'est une subvention, au sens même que c'est de l'argent public. Ça n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé qui a été publicifié, et que ça me paraît tout à fait fondamental dans le modèle économique qui est proposé. C'était ce que je voulais dire, en rajoutant juste que 95, c'est le quota de l'expression française qui arrive, la loi Léotard, je ne sais plus, non. Bref, 98, ce sont les emplois jeunes, pour donner un repère sur l'économie, oui. Et l'an 2000, c'est la loi Trottmann sur la communication sociale de proximité, qui, avec le FSER, reste les deux piliers du secteur. Voilà, je voulais juste rajouter ça, mais merci pour ton travail. Alors, sur le FSER, on va commencer à me parler, c'est ça ? Oui, ou plus précisément un petit peu présenter l'historique des radios. Voilà, raconter l'histoire de Canal Sud, par exemple. Alors, l'histoire de Canal Sud, c'est un peu difficile à raconter. Moi, je suis arrivé en 1986. Canal Sud existait depuis 1976, d'abord sous le terme de Radio Barbe Rouge. Donc, en 1981, ça s'est transformé en Canal Sud. À l'époque, donc, la radio fonctionnait un peu comme elle avait fonctionné en pirate avant, c'est-à-dire que il y avait une partie des membres de la radio qui refusaient des subventions, qui n'étaient pas là-dedans, en fait, qui voulaient continuer à faire un peu du vrai libre, c'est-à-dire émettre quand on voulait, ce qu'on voulait, sans trop d'émissions déclarées, etc. Donc moi, à l'époque où je suis arrivé en 1986, on allumait l'émetteur pour faire son émission et on l'éteignait pour faire des économies à la fin de l'émission. Et après, bon, on est passé à une émission 24 heures sur 24. On a reçu des subventions à partir de 88. Une partie des subventions, d'ailleurs, les premières subventions, donc celles qui s'appelaient installation, que tout le monde avait reçu avant nous, ben, une grosse partie de cette subvention a servi et a payé une amende à l'URSSAF, parce qu'à l'époque, donc la radio se finançait avec un bar associatif, et puis les gens qui étaient bénévoles dans ce bar, ils ont voulu être déclarés au chômage, enfin, donc l'URSSAF est tombé dessus. Cette histoire, je ne la connais pas. Moi, j'avais participé à une radio sur le campus de Rangueil pendant 2 ans, qui était aussi une radio plutôt aléatoire, c'est-à-dire qu'on émettait quand on voulait, qui avait démarré au moment des grèves à la fin de la présidence de Giscard. Alors après, bon, il y a encore actuellement des émissions qui ont démarré à cette époque-là, vers 85-86, 1 ou 2 émissions qui ont démarré en 81. Donc en gros, bon, des émissions musicales, mais à thématique forte, c'est-à-dire, par exemple, des émissions africaine, sur une musique africaine de tel pays, je veux dire, par exemple du Congo, musique de l'océan Indien, etc. Et aussi des émissions avec une thématique plutôt politique sur le social et sur les luttes.
Donc tout ça, ça continue actuellement. Donc actuellement, on a 40 émissions, etc. C'est vrai que c'est bien de faire ce débat et de parler du FSER parce que tu avais parlé tout à l'heure, Marco, de l'arrivée des emplois jeunes et des emplois aidés. Actuellement, donc, les emplois aidés sont arrêtés, hein, faut le dire haut et fort. Donc ça embête énormément d'associations en France. Et ça embête aussi des radios et ça embête Canal Sud puisqu'effectivement tout est lié. Donc les emplois aidés servaient en quelque sorte à faire la jonction entre les émissions, à faire des émissions particulières comme le magazine d'information que les bénévoles ne peuvent pas assurer. Parce que à Canal Sud, il n'y a pas vraiment beaucoup de salariés, quoi. On a eu des emplois aidés, on a des contrats de salariés pour des actions ponctuelles comme des ateliers dans les lycées et collèges, mais on n'a pas de CDI, hein, pas du tout, on n'a pas les moyens, et puis on n'a pas effectivement l'encadrement qui voudrait cela, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est toujours posé la question, que feraient des salariés si les salariés s'occupaient, par exemple, de faire le dossier de fonds de soutien, et puis pourquoi pas de s'occuper des factures, et puis pourquoi pas de ceci, de cela, et puis finalement on a une radio de salariés où des bénévoles viennent de temps en temps faire leur émission. Donc c'est plutôt actuellement une radio d'émissions, donc des émissions, comme je disais, assez pointues dans les thématiques, qu'elles soient musicales ou politiques. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On est en 2018, je parlais des emplois aidés, on se pose des questions, effectivement, sans les emplois aidés, comment et qu'est-ce qu'on va devenir ? Très bien, merci Jeff. Chez Radio Campus, vous avez des salariés, non ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, je me suis retrouvé à un moment donné bénévole. Je suis passé du CA, hein, puisque Jeff, tu fais partie du conseil d'administration. Sans doute, oui. Tu es administrateur, donc il y a bien des administrateurs dans des associations, il y en a un petit peu partout. Donc j'en ai fait partie au départ, et puis au milieu des années 90, le numérique arrivait un petit peu aussi. Bref, je me suis retrouvé avec le CA de l'époque à imaginer de développer cette radio qui était jumelée avec Mon Pays, et donc on a été chercher une certaine indépendance, une nouvelle indépendance, on va dire. Et nous avons eu 24 heures d'antenne, et là, effectivement, on a imaginé donc du salariat. Sachant que, justement, les emplois jeunes ont été un premier gros levier quand même intéressant pour les radios associatives, qui, je crois, n'ont pas pris suffisamment la mesure de ce qui était cette mesure, justement, politique, et qui ont conservé, on peut le regretter, on peut le discuter, le côté effectivement sous-emploi, précarité de l'emploi, pourrait dire le syndicat rouge. Après, chacune, et moi-même, je suis passé par du CES, du contrat emploi solidarité de l'époque. Donc c'est un bon point d'entrée. Il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est un bon coup de main, c'est le pied à l'étrier, tout ça est très bien. Mais pour ce qu'on a entendu du discours du CNRA, du grand chef CNRA, on parle de durabilité. On est quand même dans un environnement, et celui-là même qui s'appelle environnement durable, donc, qui nous rappelle que plus c'est durable, peut-être sur certaines pratiques, certaines choses, et mieux c'est. Donc, envisager l'économie de nos radios sous un angle un peu plus durable, je ne crois pas que ça a été réellement mis tout à fait sur la table, ou alors c'était sur la table de mixage. Merci d'avoir précisé effectivement que c'est l'indépendance économique des radios associatives qui permettrait de pouvoir avoir quelque chose de durable. Ou pas forcément, je vois qu'Alexandra... Non, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que l'emploi aidé, ça fait partie d'une histoire en lien avec les radios associatives. Il y a beaucoup de gens qui commencent la radio par l'emploi aidé, ils viennent se former sur le terrain, et c'est vraiment en plus le propre des radios associatives d'être un incubateur d'innovation et aussi un endroit où les gens viennent se former. Et il y a ça d'ailleurs dans le fonds de soutien à l'expression radiophonique, il y a cette notion vraiment on soutient une nouvelle expression, et les services civiques, les contrats aidés font partie ou faisaient partie de cette logique-là. Après, nous, pour revenir un peu sur l'historique, donc ondecourte.fr, on est un tout dernier, nous on vient d'arriver, on a un an à peine, et donc on fait partie de ces nouvelles radios qui ont décidé d'investir le web plutôt que la bande FM, pour deux raisons. Nous, c'est parce que la première raison, c'est qu'on diffuse
exclusivement 100% de production et de musique sous licence libre. Alors, on pourra y revenir, mais donc on défend la notion de diffusion avec sans copyright sur le net, et puis une histoire de coût, parce que diffuser sur Internet aujourd'hui, eh bien, ça n'a rien à voir avec une diffusion sur la FM qui a un coût dont mes camarades pourront beaucoup mieux parler que moi, mais ce qui n'empêche pas que nous aussi on crée du salariat, et que la fin des contrats aidés a été un coup très très dur pour des toutes petites structures qui débutent. Voilà. Je voudrais rebondir quand même sur ce que tu as essayé, je crois avoir compris, Jeff, tout à l'heure. Il y a eu quand même l'arrivée des emplois jeunes en 97-18, dont les radios associatives avaient négocié vis-à-vis de l'État un statut particulier. On a été dans les premières fédérations à pouvoir en bénéficier. Mais contre cette, je dirais, cette accessibilité facilitée par l'État, l'État a demandé aux radios associatives de se professionnaliser. La professionnalisation, c'est un schéma qui est arrivé à peu près, on va dire, ou à cause de cette arrivée d'un emploi jeune. Et à ce moment-là, effectivement, on était dans la culture des emplois aidés, donc des emplois de passage, précarité avec, mais aussi le charme et la vie et l'humain, vers la voie de professionnalisation. Et effectivement, rapidement, on s'est aperçu que certains CA de certaines radios se sont fait déborder par le fait que les salariés étaient au quotidien dans la radio, et ça crée un espèce de pouvoir voilà, qui n'a pas toujours été facile à gérer. Et là, effectivement, voilà, il y a celles qui ont continué à, je dirais, je pourrais parler de dérive économique, parce que moi, en tout cas, mon positionnement aujourd'hui, c'est de penser qu'on a raté une marche de l'économie sociale et solidaire, dans la mesure où justement l'arrivée des emplois jeunes nous a permis en tout cas à Radio Campus, parce que je parle un petit peu au nom de Radio Campus, d'avoir aujourd'hui 3 salariés, 3 CDI, ne pas s'empêcher d'avoir des bénévoles et des stagiaires et pourquoi pas des emplois aidés. Certes, ça crée sûrement une dépendance économique qu'il faut bien sûr discuter, envisager, mais on a 3 salariés. C'est pas le modèle pour tout le monde. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que s'il y avait un salarié de l'économie sociale et solidaire dans les radios, plutôt qu'une verticalisation du schéma de l'entreprise qui a été quand même un petit peu repris par certains dans nos radios, je dirais ce que j'ai appelé moi la dérive PME, je l'ai connu à Campus, et d'aucuns l'ont connu par ailleurs. Donc voilà, donc soit on était un peu trop dans la précarité des emplois aidés pour moi, soit on était un peu trop dans la professionnalisation et l'enfermement économique, si je me fais comprendre. Après, juste par curiosité, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve aussi un petit peu plus sur les radios urbaines que rurales? Et après, la particularité de Campus FM, c'est quand même que vous êtes un petit peu sur... il y a plusieurs radios sur tout le partout en France. C'est un réseau où chaque radio est indépendante, et en plus ne sont pas forcément indépendantes en tant que telles uniquement. Elles peuvent être dépendantes de l'université et être quand même dans la fédération. Donc c'est un... Je dirais que c'est un collectif, comme vous diriez ici, plus qu'une fédération pour moi. Vous avez une petite précision juste par rapport à ce que tu disais sur... Oui, pardon, je voudrais peut-être être un petit peu plus concret, parce qu'on parle de choses que les gens ne connaissent peut-être pas tout à fait bien. Donc le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est un FSER automatique qui peut monter jusqu'à 40 000 euros, un peu plus même, 42 000 euros par an, en fonction d'un chiffre d'affaires. Alors ça peut effectivement être un petit peu pervers, effet secondaire, mais en tout cas la mécanique existe. Et puis vous avez un FSER sélectif en fonction de critères là plus politiques, allant d'ailleurs vers le social, qui permettent d'avoir, allez, on va dire autour de 20 000 euros de bonus, qui peut permettre d'avoir 50 à 60 000 euros par an quand même de budget annuel, quasi assuré, quasi bien sûr, ce qui voudrait dire, et je le redis, qu'effectivement on bénéficie d'une économie qui est rare, puisque nous ne dépendons pas du public, nous ne dépendons pas du ministère qui nous donne de l'argent directement, issu des impôts. Nous prélevons cette taxe parafiscale sur les régies publicitaires des médias privés et publics en France, et c'est redistribué dans le cadre de la communication sociale de proximité dont on reparlera tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, le prélèvement, il est de 1%, il ne faut pas non plus exagérer. 0,1
Même pas 1%, c'est à la décimale. Ouais. Non, c'est vraiment infime. Bon, bien sûr, ça représente, je vous le donne, autour de 22 millions par an, qui est redistribué aux différentes radios, y compris pour l'équipement, puisqu'il y a un fonds de soutien aussi pour acquérir de l'équipement. Enfin, bon, quand tu parles du fonds de soutien, moi, je voudrais dire que quand même, c'est pas facile. Enfin, c'est pas automatique. Bon, tu as insisté sur le fait que c'est pas une subvention, d'accord. C'est pas automatique non plus, parce qu'il y a un dossier qui fait plus de 170 pages pour nous, mais je pense que le vôtre est encore plus gros. Je l'ai vu en centimètres la dernière fois. C'était assez épais. C'est particulier. Quand on dit que ça dépend de l'assiette, effectivement, bon, l'assiette, c'est-à-dire des rentrées d'argent que l'on a, et c'est décalé par rapport aux entrées d'argent. C'est là qu'il y a une certaine perversité, je voudrais dire. Donc les tranches, donc il y a des tranches, c'est pas un pourcentage, qui vont de 4 000 euros à 5 000 euros, donc ça monte et puis ça redescend après. Bon, par exemple, si on cite une subvention de 35 000 euros du FSER, pour l'avoir, il faut entre 45 700 et 76 199 euros d'entrée, c'est-à-dire de produits en termes financiers. Donc ça fait un différentiel quand même qui est de 10 700 euros. C'est-à-dire que la radio qui veut avoir 35 000 euros de subvention, elle doit rentrer 10 700 euros de plus que ces 35 000. Et 10 700 euros, c'est pas rien en fait. Vous en conviendrez, sinon vous me les donnez. Demain, partie 2 sur 3. C'était du 20 au 26 décembre, la semaine ORL. Opération Radio Libre. À 11h, l'interview. Quand on fait le son radio libre, pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Et à 15h, le programme associé, archives et inédit. Après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 80, plus de 2000 radios sont recensées. Vive la radio! Vive la radio libre! Sur Campus FM et au-delà.